Allez, c'est parti. Je suis chargé de faire l'introduction, donc je vous rassure, ce sera une brève introduction, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Didier Paul, donc le président du Mouvement international d'aide à l'enfance et accessoirement aussi vice-président de l'association Paralocinios Joie des enfants qui co-organise ce webinaire ce soir. Donc juste en quelques mots sur le MIAE, donc c'est une association de loi 1901 qui est une fédération aujourd'hui composée de 14 associations. Chacune d'entre elles soutient un ou plusieurs centres nutritionnels ou cantines scolaires dans 8 pays. Ces centres assurent un repas équilibré quotidien à des enfants souffrant de malnutrition afin de soutenir leur développement physique et intellectuel. L'objectif premier du MIAE est d'aider et de soutenir les associations membres pour assurer la pérennité de leurs actions par un soutien moral et ou financier. Le MIAE donc, et ses associations soutiennent donc plus de 30 centres nutritionnels dans le monde et cantines et nourrit un peu plus de 8000 enfants. Au nom du conseil d'administration du MIAE, j'ai le plaisir donc d'ouvrir ce premier webinaire que nous organisons et de partager avec vous deux expériences vécues donc par deux associations du MIAE à Madagascar, qui offrent toutes les deux à Madagascar, Para los Niños pour les enfants et Esperanza, Joie des enfants. Nous avons choisi ce soir de traiter plus particulièrement le thème des AGR, donc activités génératrices de revenus, un vecteur d'autonomie pour les familles. Je voudrais remercier le comité d'organisation de ce webinaire et les personnes qui ont participé à sa préparation. Donc Isabelle Boutry, Pierre Fourier et Philippe Thirion pour Esperanza, Joie des enfants, Anita Rosier, Bernard Masseret et votre serviteur pour Paralocinios. Ce webinaire va se dérouler en 3 parties. Une première partie brève, donc une petite présentation des deux associations qui ont organisé ce webinaire. Donc, à commencer par Bernard Masseret, donc, qui est un ancien président de Paralocinios, et Philippe Thirion, président d'Esperanza, Joie des enfants. Cette présentation sera suivie une autre présentation donc, qui relateront les deux expériences AGR à Madagascar, toujours par Bernard Masseret, donc, qui est aussi donc, responsable de la commission AGR et membre du conseil d'administration de Paralocinios, et Pierre Fourier, responsable AGR et membre du bureau d'Esperanza Joie des enfants. Enfin, nous terminerons avec une petite discussion, un temps d'échange avec vos questions, réponses, qui sera donc animé par Philippe Thirion, vice-président du MIAE. Je précise que ce webinaire est enregistré et donc sera disponible en replay, notamment pour ceux qui n'ont pas pu se connecter ce soir. Et sans plus attendre, je donne la parole à Bernard Masseret donc, pour présenter donc Paralos Niños. À toi, Bernard. Merci, merci Didier pour cette introduction. Alors effectivement, nous sommes une dizaine, peut-être, voilà. Nous espérions être un peu plus, mais c'est pas grave. Voilà. Alors nous commençons. Sans doute d'autres personnes vont nous rejoindre. L'association Paralos Niños. Bon, Paralos Niños est espagnol et ça veut dire pour les enfants, hein, puisque la première action a eu lieu en Colombie. L'association est née par le monsieur que vous voyez sur l'écran, qui s'appelle Maurice Gray, et qui, en 1984, se posait la question comment aider tous les enfants, tous les jours, tous ceux qui ne mangent pas à leur faim. Et il y a du travail. Il y avait du travail il y a 40 ans, mais il y a encore du travail aujourd'hui. Les objectifs de l'association Para los Niños, bon, effectivement, d'abord, c'est donner un repas équilibré chaque jour aux enfants qui sont accueillis dans nos centres, aujourd'hui tous à Madagascar. En même temps, les scolariser. S'ils vont dans les centres nutritionnels, eh ben, en même temps, ils doivent être scolarisés. C'est une obligation quelque part pour les enfants que nous accueillons. Et puis le troisième volet, évidemment, aider à l'extérieur les parents à chaque fois que ce sera possible. Donc effectivement, les sortir de la misère parce que beaucoup
ont des très gros problèmes et puis les soigner éventuellement quand ça rentre dans nos possibilités. Alors, comment on finance toutes les actions? Alors, la majeure partie du budget vient des cotisations des adhérents. Actuellement, nous avons 110 familles, plus ou moins. Et on est toujours à peu près à ce nombre de familles depuis quelques années. Ça fluctue autour de ce chiffre, mais on ne s'écarte pas trop. Mais on arrive à maintenir le nombre d'adhérents, ce qui est déjà une belle chose. En plus des cotisations des adhérents, nous organisons en cours d'année différentes manifestations. Alors la plus importante, c'est la vente des tulipes. Alors, c'est toujours en février, généralement le premier week-end de février, ça s'étale sur 2, 3 jours, et c'est vraiment une mobilisation très importante, mais aussi très intéressante sur le plan budget. Et puis accessoirement, des concerts, des pièces de théâtre par des troupes qui veulent bien se donner complètement au bénéfice de l'association, des bols de riz, notamment dans les écoles, parfois dans des paroisses, etc. Et puis le mécénat, à chaque fois que nous pouvons avoir des besoins complémentaires et pour des causes particulières. Nous avons, disons, deux mécènes, un tout particulièrement sur lequel nous pouvons penser nous appuyer quand nous avons des besoins particuliers. Voilà. Alors, aujourd'hui, comme je le disais, nos actions sont tous vers Madagascar. Alors, il y a deux centres nutritionnels où Paralos Niños intervient à 100%, on va dire. Amboimena, je prononce Ambouimène, et Ambolotara, qui se prononce Amboultar en langue malgache. Alors, et puis ensuite, on a deux partenariats avec Esperanza, nos amis d'Esperanza. Je crois avec Mambo, c'est depuis 2005, peut-être bien, oui, il me semble. Non, Et puis, Anzongo, c'est un peu plus récent, voilà, et donc on partage les frais. La part Esperanza étant plus importante que celle de PLN, mais on est attaché à ce partenariat qui nous lie en même temps entre nos deux associations. Et alors, le centre de Mahambo, il n'est pas sur les hauts plateaux malgaches au sud de Tana, et il est sur la côte nord-est de l'île, pas très loin de Tamatave. Voilà. Alors voilà pour un aperçu très général, sans entrer dans plus de détails. Les enfants sont donc accueillis chaque jour dans ces centres scolarisés. Et puis, donc, maintenant, on essaie de les aider d'une façon encore plus importante pour Ambouimène et Amboultar. Nous allons y revenir après la présentation de Philippe. merci Bernard. Alors, quelques mots de la même manière rapidement sur Esperanza Joie des enfants, qui a évidemment beaucoup de points communs avec Paralostinhos, notamment à commencer par la lutte contre la malnutrition des enfants. Donc, c'est notre mission de base à nous aussi, avec une conviction qui est qu'en agissant contre la malnutrition des enfants, par la fourniture de repas dans le cadre d'une école, on encourage les parents à scolariser leurs enfants, à les envoyer à l'école, plutôt que d'aller garder à travailler à leur côté dans la rizière, puisque comme Paralosinos, on est essentiellement en zone rurale. Voilà. Et l'accès à l'éducation, donc, c'est la première étape vers la possibilité d'un développement local, autonome et durable, qui est ce qu'on peut souhaiter de meilleur pour nos amis de Madagascar. Donc,
La mission fondatrice de l'association, la lutte contre la malnutrition des enfants, 30 ans quasiment après la création de l'association, bah, elle est toujours au cœur de notre mission. Mais depuis 2013, on développe à côté de cette mission principale des programmes et des projets sur les mêmes sites en synergie. Donc les sites, c'est 6 écoles, 3 centres nutritionnels, 2 dispensaires qui sont associés aux écoles et une ferme de spiruline qui participe à la lutte contre la malnutrition. Et Paralosnios le sait bien, puisque depuis 2015, Paralosnios utilise une partie de la spiruline qui est produite à Fanantenan pour compléter l'alimentation des élèves que vous soutenez. Alors voilà, on voit ça dans une petite animatique. Donc 1996, la création de la sauce. 2013, c'est là où on fait évoluer le modèle avec les 2 pans d'activité. Le premier pan d'activité, les cantines, c'est environ 150 000 euros par an. C'est environ 400 membres individuels. Ça fluctue évidemment d'une année sur l'autre. Et puis le deuxième pan qui est venu s'ajouter à partir de 2013, ce sont les projets principalement financés par des grands mécènes, entreprises, fondations, clubs services type Lyon sous Rotary, autres associations partenaires. Et c'est selon les années et les appels à projets et le succès ou pas à ces appels à projets, entre 100 et 200 000 euros par an. Il y a aussi du mécénat avec des dons IFI qui arrivent par ce canal-là sur les projets. La logique d'intervention, c'est ce que représente ce petit schéma. Donc, la clé d'entrée de cet écosystème, si on peut dire, et c'est la conviction qui est à la base de notre stratégie, bah, c'est de dire, voilà, on finance environ 700 000 repas par an. On accompagne avec la santé pour 2 des sites, avec les dispensaires, une sensibilisation à l'hygiène. On intervient dans la production alimentaire à travers la ferme de spiruline, à travers des méthodes plus performantes pour la culture du riz, le système de riziculture intensive, et puis à travers un nouveau projet qui s'appelle Cantina Maitsu, ça veut dire cantine verte, qui est un projet de développement de vergers de potager, mais ça, on est en plein dans le développement de ce projet actuellement. On soutient une action en matière de développement et de social. C'est l'objet du programme AGR dont va nous parler Pierre et qui concerne aujourd'hui 1 000 familles. Et tout ceci bah, aboutit, on va dire, à l'éducation d'un peu plus de 4 000 élèves qui sont scolarisés dans les 6 établissements scolaires. Je ne compte pas là-dedans les enfants des rues qui sont dans les 3 centres nutritionnels et qui bénéficient, eux, seulement d'un peu d'alphabétisation. Voilà, la mise en œuvre, on l'a fait bah, par nous-mêmes, avec nos moyens, et puis en association avec des partenaires, associations ou entreprises qui font du mécénat. Parmi les partenaires, Paralostignos. Alors Bernard, le temps passe vite, mais c'est pas depuis 2005, c'est depuis 2015. Seulement, c'est déjà pas Oui, mal. c'est 2015. Ah, oui. Ouais. Voilà. Qu'on est ensemble à Mahamba et depuis 2022, si j'ai bonne mémoire, à Ansongo, au lycée Picotte-Lorvilliers. Voilà, sur la carte, ça donne ça. Les sites, bah, principalement comme Paralosignos, dans la zone centrale des hauts plateaux, voilà, le long de la Nationale 7, et puis marginalement sur la côte est à Mahembe, on en parlait, et dans l'ouest du pays depuis 2022, grâce à nos amis de Quebracho, qui nous ont apporté leur soutien à Becopac, une petite école primaire. Voilà. Eh bien, maintenant, nous allons découvrir les activités génératrices de revenus menées enfin, grâce plutôt à Paralostignos. Bernard, à toi. Merci Philippe. Alors, les AGR, on va souvent parler d'AGR plutôt d'activités génératrices de revenus. C'est tellement plus simple, hein. Donc, essayez de bien enregistrer ce mot-là. AGR, hein. Alors, donc en fait, de quoi s'agit-il? Et il s'agit, alors pour nous, en tout cas, d'aider financièrement les parents des enfants qui mangent au centre et qui donc sont scolarisés. Et alors, pourquoi les aider financièrement? À travers d'un projet, d'une activité.
qui est censé rapporter un revenu suffisant et dégager des bénéfices pour qu'il soit potentiellement, au moins partiellement autonome à la fin du projet. Alors, ça peut être effectivement, on verra dans le détail après. Alors, pourquoi un programme de microfinance en milieu scolaire, hein? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, à travers ces différents projets d'AGR qui peuvent être élevage de cochons, de porcs, ça c'est très courant, c'est souvent le type de projet majoritaire. Élevage de poulets, culture de pommes de terre et puis d'autres types gargotes pour vendre différents articles alimentaires, du riz notamment, etc. Ça peut être de l'artisanat, bon, toutes sortes de projets. Mais il faut bien savoir que, en tout cas sur notre expérience, l'élevage de porcs est vraiment le plus commun. Et puis donc, après, ça doit permettre aux familles, sur 2 années consécutives, au moins, ou 3 années, de devenir au moins partiellement autonome. Parce que donc, on espère par ce moyen-là que les bénéfices obtenus permettront quand même une certaine autonomie ou progressivement une autonomie plus importante. Et donc, en finale, si tout se passe bien, euh, même sans dotation, pourquoi ne pas voir les familles continuer des activités qui vont leur permettre de continuer de vivre mieux avec, sans avoir besoin d'une dotation, alors que ce soit par PLN ou par d'autres moyens. Effectivement, le cycle vertueux est censé déboucher sur une autonomie au moins partielle des familles. Alors, comment on procède? Il faut déjà que sur place, là-bas à Madagascar, il y ait une équipe en place. On appelle ça un comité local pour prendre les contacts avec les familles, étudier les projets qui sont demandés par ces familles, les lancer et suivre les projets une fois qu'ils ont été acceptés. Donc, effectivement, il y a une dotation qui est envoyée là-bas, définie entre les parents des enfants, les responsables des centres, le comité du suivi, et puis PLN. Donc voilà, tout ça est défini, discuté en principe avant la rentrée scolaire pour essayer de se caler le plus possible sur la période de l'année scolaire de septembre à juin, juillet. Bon, dans l'idéal, c'est ce qu'on souhaite. Et comment on procède alors après? Après avoir remboursé la dotation, les familles euh, doivent aussi participer au remboursement de l'écolage, puisque de toute façon, l'école n'est pas gratuite à Madagascar, hein. Toutes les écoles privées, donc effectivement, doivent être financées. Et alors, effectivement, la scolarité n'étant pas gratuite, il faut, dans tous les cas, trouver un moyen de financement. Et alors, donc là, on demande au moins une participation à l'écolage pour ces familles qui ont pu bénéficier de cette dotation. Et puis, on souhaite aussi, dans la mesure du possible, insister sur le fait que la scolarisation des enfants, de fait, est très importante et que les parents doivent particulièrement veiller à la réussite de la scolarisation. Donc, c'est une condition sine qua non, je dirais, pour que les enfants qui sont aidés par l'intermédiaire des parents euh, passent en année supérieure l'année suivante. Alors, nous avons commencé très modestement pour l'année scolaire 2023-2024 à Ambouimène.
Donc, alors ici, je parle d'une première campagne, sachant qu'il y en aura deux. Il y avait donc quatre familles pour une somme de 300 000 arrières, bon, estimé à environ 67 euros par famille. C'est basé sur 1 euro à 4 500 arrières sur l'année précédente. On est proche de ce taux de conversion. Alors, vous voyez, les quatre familles ont fait un élevage de porc, hein, voilà, c'est pas très original, mais voilà, c'était quatre fois le même projet. Et nous demandions une participation à l'écolage, à la scolarité de 4 500 arrières par enfant. Et puis, un deuxième projet, c'était la communauté des sœurs de Fatima dans Bouimène, qui nous a demandé, pour un projet un peu original, voilà, ils voulaient créer un poulailler, acheter des poules pour avoir des œufs. Donc, c'était 754 euros équivalent qui étaient demandés, donc que nous avons accepté. Et voilà, en finale, dans la dernière colonne ici, on voit que le taux de remboursement est de 100%, aussi bien pour les quatre familles que pour la communauté des sœurs. Donc, a priori, c'est déjà un beau résultat, je dirais, puisque à la fois le remboursement de la somme prêtée est remboursé et la participation à la scolarité demandée, même si elle est modeste, elle est payée. Voilà. Ensuite, euh, cette série de quatre familles avait terminé plus ou moins en février 2024. Et on nous a demandé, ah bon, alors est-ce que ce serait possible de continuer dans la foulée? Ces familles seraient prêtes à recommencer? Bon, ok. Alors on s'est concerté au niveau du conseil d'administration de PLN. Bon, ok, pourquoi pas. Et alors là, leur demande, c'était un petit peu plus élevé, 450 000 arrières, donc une centaine d'euros par famille, mais toujours avec le même type de projet. Voilà, bon, bah, tout s'est bien passé à nouveau. On a fini, il n'y a pas très longtemps, le remboursement des quatre familles a été intégralement fait. Donc, voilà, tout s'est bien passé à ce niveau-là. Pour Amboultar, le deuxième centre, c'était 24 familles qui représentaient 29 enfants. Euh, 50 000 à 300 000 arrières par famille. Bon, en moyenne, 45 euros équivalent. Alors, le type de projet, c'est intéressant. C'est un petit peu plus varié que des élevages de porcs, mais il y en a quand même 12 sur 24, c'est-à-dire exactement la moitié, qui se lancent dans ce type de projet. En finale, la dotation moyenne, qui était donc de 45 euros, a permis un bénéfice moyen de 32 euros. Vous voyez que c'est quand même ouais, plus ou moins équivalent à 70% de la dotation reçue. Donc 70% de bénéfice après avoir remboursé et payé l'écolage demandé. Alors, qu'est-ce qui est fait de ces bénéfices? C'est quand même intéressant aussi de remarquer que, voilà, ils ont des frères et sœurs ou des fournitures scolaires. Bon. Euh, un truc aussi qui est intéressant à remarquer, c'est que, bon, effectivement, on sait que les enfants qui sont aidés ont des frères et sœurs et qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir un repas. Et donc là, effectivement, les bénéfices peuvent être utilisés à financer des repas pour les frères et sœurs, pour les parents. Bon, voilà. Et puis aussi, potentiellement, améliorer les techniques de production, améliorer les productions agricoles. Voilà. Donc, il y a un bénéfice qui est là sur cette première série à Amboultar. Alors, donc là, de fait, à partir de cela, on s'est dit, oui, ben, on va quand même continuer, puisque notre première année est plutôt positive, puisque finalement, ce qu'on attendait, au moins ce qu'on a demandé, est arrivé, s'est produit de façon très positive, on va dire. Donc, cette année, c'est en Bouimène, 17 familles
au total pour 19 enfants équivalents, contre 4 donc l'an dernier, plus la communauté des sœurs. Voilà, en moyenne 76 euros par famille pour 1 300 € envoyés comme dotation finale. Les élevages de porcs et de volailles sont encore très majoritaires, enfin 9, il y a 3 projets sur le commerce, un autre avec une gargote, vente de chapelure, voilà. Et donc, on a continué de demander pour cette année, une deuxième fois, une participation à la scolarité au même niveau que sur la première année. On verra les résultats plus tard. Ensuite, pour Amboultard, 48 familles, donc au lieu de 24, on a doublé donc le nombre de familles cette année et ça représente 62 enfants. Bon, en moyenne, 42 euros par famille, mais c'est très, très variable, puisque en fait, ça dépend des projets, ça dépend pas forcément du nombre d'enfants, ça dépend des projets. Alors, les projets demandent plus ou moins pour pouvoir fonctionner. Voilà. Donc, on oscille entre 50 000 et 300 000 arrières par famille pour une moyenne de 42 euros. Et on demande là aussi, comme pour Ambouimène, une participation de 4 500 arrières par enfant en plus du remboursement des sommes prêtées. Alors voilà pour Paralos Niños, de façon très succincte, la situation. Merci beaucoup, Bernard. Il y aura sûrement des questions tout à l'heure, mais on va poursuivre avec Pierre qui va nous présenter alors un programme qui évidemment a notamment comme point commun l'intitulé, mais bah, qui a démarré un peu plus tôt et donc qui a pu, grâce à des grands mécènes, prendre une ampleur différente. Mais on verra, il y a pas mal de points communs aussi. Pierre, à toi. Bonjour, donc Pierre Fourier, je suis chargé au sein d'Esperanza notamment de ce programme que je suis heureux de vous présenter. Effectivement, vous allez découvrir un certain nombre de redites, je dirais sans surprise, même s'il y a quelques points sur lesquels on peut peut-être se différencier, mais vraiment plutôt à la marge. Alors, le principe du programme AGR, comme l'a indiqué Bernard, on le voit effectivement comme un levier pour avancer vers un développement local, autonome et durable des familles. On va au-delà de la culture du don. C'est ça le point important que les parents, ou du moins les familles qui sont soutenues, se prennent par la main. Voilà. Alors, comme c'est précisé sur le slide qui précédait, notre programme aujourd'hui a été lancé, développé et poursuivi, amplifié chaque année. Aujourd'hui est présent dans 6 écoles, les 6 écoles que nous soutenons, dont 2 d'ailleurs avec, comme nous le disions, avec Paralos Niños. Donc 6 établissements scolaires, 2 en coopération avec Paralos Niños. Et la démarche présente aujourd'hui qui est une maturité variable selon les établissements. Nous avons commencé il y a 7 ans, c'est-à-dire en 2017, au lycée Saint-Joseph d'Imite, qui est donc sur les hauts plateaux, qui est à l'origine de la conception du programme. Et le plus récent a été lancé il y a 2 ans dans une école primaire qui se situe à l'ouest de la Grande Île. Le programme a été déployé à l'origine, un peu comme aujourd'hui pour Paralos Niños, au profit des parents d'élèves, et je dirais qu'à l'époque, au profit des seuls parents d'élèves. Là, il y a une similitude avec Paralos Niños, c'est pour leur permettre de dégager les ressources complémentaires et les aider ainsi à régler les frais d'écolage, les frais de scolarité de leurs enfants, avec l'idée sous-jacente d'aider par là même à créer un cercle vertueux pour aider à équilibrer les comptes des écoles partenaires et donc également à cette occasion à aider à payer les salaires des enseignants qui sont pourtant pas très importants, mais qui parfois avaient du mal à être payés avec régularité. Alors c'est un programme qui se substitue à d'éventuels dispositifs de parrainage des enfants, c'est-à-dire que, comme on le découvrira tout à l'heure, ça ne vient pas se superposer à ce type de parrainage, c'est l'un ou l'autre.
on aide des parents qui ne sont pas aidés par ailleurs. Alors, je vais vous présenter un petit peu les critères qui existent pour apprécier la performance du programme. On va les distinguer progressivement. La première, c'est la performance économique et financière. La deuxième, je venais de l'évoquer à l'instant, c'est l'autonomisation croissante des établissements scolaires partenaires. Un troisième critère auquel nous nous attachons, c'est la fidélisation des enseignants et des autres salariés. Et enfin, comme ça a déjà été décrit tout à l'heure, c'est un encouragement à la réussite scolaire des élèves. Vous le découvrez d'ailleurs parmi les critères pour lesquels les familles sont éligibles. Au regard de chacun de ces objectifs et critères d'évaluation, on peut dire effectivement que, avec le recul, le programme AGR tient globalement ses promesses. Alors nous allons revenir maintenant sur les performances économiques et financières pour dire que l'an passé, c'est-à-dire au titre de l'année scolaire 2023-2024, nous avons accompagné 845 familles. Donc 845 familles donc, qui ont bénéficié chacune d'une dotation AGR et que nous avons en perspective, nous sommes en train de collationner les derniers retours des écoles. Nous avons pour ambition d'accompagner cette année 1000 familles au titre de l'année scolaire 2024-2025. Bien évidemment, les dotations ont déjà été distribuées aux écoles et aux familles. L'an passé, alors le taux de remboursement était peut-être un peu moins performant que celui décrit par Bernard. Néanmoins, il s'est élevé à 98%. Nous sommes sur à peu près ces niveaux-là, à peu près sur toutes les écoles. Certaines atteignent 100%, d'autres un petit peu moins, mais 98% en moyenne. Alors, la résultante de tout ça, c'est que ce taux de remboursement, allié au fait que nous percevons auprès des parents d'élèves un petit droit de participation au programme, en l'occurrence sous forme d'une retenue au taux de 8% qui est pratiqué sur le montant des prêts, 98% plus 8, ça fait un peu plus de 100%, ça veut dire que année après année, ça permet une reconstitution intégrale de l'enveloppe et de couvrir par là même les éventuels frais de gestion du programme qui viendraient en déduction de la dotation. Et ça permet aussi, alors de façon cette fois aussi moins nette, de couvrir une partie de l'inflation qui sévit à Madagascar, bien sûr, comme ailleurs. Au-delà donc de la performance économique et financière, je disais que nous nous attachons à une autonomisation croissante des établissements scolaires. Alors, dans 2 des 6 établissements, grâce au règlement des frais d'écolage qui ont été favorisés, comme on vient de le voir, par le programme AGR, ils atteignent un taux de règlement des frais d'écolage des parents participants. Les frais de fonctionnement des écoles sont couverts eux-mêmes à plus de 100%. Donc c'est là où on peut parler vraiment de cercle vertueux. Au lycée Saint-Michel d'Imade, où le programme a été lancé il y a un peu moins longtemps, ce taux est de 80%, mais là aussi on tend à un équilibre des frais de fonctionnement du lycée. C'est un peu moins vrai au lycée Picot de Clorivière, pour lequel le programme est entré dans sa 4e année, si je ne me trompe. Là, nous n'avons que 140 parents sur les 157 bénéficiaires du programme qui ont intégralement réglé les frais de scolarité, au-delà du taux de remboursement dont je disais qu'il était supérieur à 98%, alors que 17 autres les ont réglés partiellement. Enfin, comme vous pouvez le voir, on est quand même sur la bonne voie. Voilà, et avec la résultante, comme je l'indiquais, le cercle vertueux, l'équilibre tendanciellement des frais d'exploitation de ces écoles, et in fine, l'amélioration de la rémunération des enseignants, dont je rappelle qu'il est compris, il est de l'ordre de 30 € par mois dans les écoles privées. Alors ça dépend entre les professeurs titulaires et ceux qui sont simplement vacataires. Alors au-delà de ce premier effet sur la fidélisation des enseignants, il se trouve que nous avons lancé, au-delà de l'aide apportée aux parents d'élèves,
un sous-programme AGR dédié spécialement en direction de certaines catégories de personnel, en l'occurrence les enseignants. Ça peut être également les personnels des cuisines, les personnels des dispensaires et enfin les salariés de la ferme de spiruline. Et pour cette sous-catégorie, alors je n'ai pas parlé des montants moyens qui sont distribués aux parents d'élèves. On s'inscrit dans une moyenne qui est comparable à celle indiquée dernièrement par Bernard pour PLN. On tourne entre 70 et une centaine d'euros selon les familles de parents d'élèves. Inversement, pour les catégories dont je viens de parler, les enseignants, les autres salariés bénéficiaires, qui concernent une population qui est plus étroite en termes de nombre, là, c'est des montants de dotation qui peuvent représenter jusqu'à 4 à 5 mois de revenus mensuels. Et dans tous les cas, enfin, ces familles, effectivement, dégagent des revenus non négligeables. Alors, on est dans une moyenne de 50 à 60% de la somme empruntée en général, et ça peut aller, dans certains cas, jusqu'à 70%. Donc, je dirais qu'on n'est peut-être pas très loin du chiffre observé par Bernard tout à l'heure lorsqu'il parlait de 70%. C'est à peu près notre même expérience. Troisième point, encouragement à la réussite scolaire des élèves. Là aussi, c'est une des conditions d'une participation des familles des parents d'élèves qui ont déjà participé au programme. S'ils veulent y participer l'année suivante, ils doivent non seulement avoir remboursé leurs prêts, payé les frais de scolarité de leurs enfants, mais avoir vu l'enfant ou leurs enfants passer dans la classe supérieure. Et d'une façon générale, les écoles que nous soutenons au travers d'Esperanza obtiennent des résultats en matière de réussite aux examens, que ce soit le passage du primaire en sixième, au brevet des collèges également, au baccalauréat, qui s'affichent sur le slide ici, qui sont de 20 points supérieurs aux résultats nationaux au niveau du Cisco ou de l'enseignement public de façon plus générale, avec des taux de scolarité de 100% pour le CPE, entre 86 et 100% pour le brevet des collèges, et de 82 à 100% selon les sections pour le baccalauréat, donc des chiffres dont nous sommes très fiers, puisque au-delà de la nutrition des enfants dans les cantines des AGR, effectivement, nous avons en ligne de mire, effectivement, la scolarité, l'éducation de ces mêmes enfants, au nombre de 4000 dans les écoles soutenues par Esperanza. Un petit focus très rapide sur le millésime qui est en cours. Nous avons doté, plus exactement versé en début d'année scolaire, c'est-à-dire fin août, une dotation complémentaire de 18 000 euros aux 6 établissements partenaires participant au programme. À cette occasion, nous avons porté la dotation globale à un peu moins de 100 000 euros. Voilà les chiffres dont on parle. Et je crois déjà indiqué tout à l'heure, ça va permettre d'accompagner un nombre accru de familles, c'est-à-dire à peu près 150 familles de plus que l'an passé. Le nombre devrait être porté à 1000 familles et indirectement à peu près 2300 enfants, puisque en gros, il y a à peu près 2 à 2,3 enfants scolarisés par famille pour celles des familles qui participent au programme. Et au final, alors qu'en 2023-2024, nous avions indirectement touché 40% des élèves inscrits, cette année, on devrait atteindre effectivement un total de l'ordre de 50, voire légèrement supérieur à 50% des effectifs scolarisés. Il sera intéressant de voir si on peut aller beaucoup au-delà. C'est pas totalement sûr dans la mesure, effectivement, toutes les familles ne sont pas forcément éligibles parce que certaines s'inscrivent peut-être encore dans une culture du don ou ne sont pas encore tout à fait prêts à se prendre par la main. Alors, quelques pistes de développement pour le futur, d'élargir la cible des familles bénéficiaires à des familles qui participeraient cette fois au projet Cantine verte,
grâce au financement d'un nouveau mécène. Un- Toujours dans le cadre de l'élargissement de la cible, celui qui viendrait à aider à financer des projets AGR visant à l'installation d'étudiants qui travaillent au centre de formation professionnelle d'IMIT. Voilà ce que l'on peut dire. Et puis peut-être au-delà de projets AGR qui sont, vous l'aurez peut-être constaté, à titre individuel, on touche aujourd'hui des familles à titre individuel, peut-être des projets, cette fois collectifs. Effectivement, le projet Cantine verte répondrait à ce qualificatif, puisque là, dans le projet Cantine verte, nous aurions des familles trois ou quatre familles qui seraient réunies pour cultiver des lopins de terre ou des vergers. Ce sont à ces collectifs de familles que les dotations AGR viendraient s'adresser. On peut peut-être passer au slide suivant, Philippe. Tu veux pas parler de la mouche noire soldat, hein, Alors si nous avons effectivement la mouche noire soldat, c'est une mouche qui se reproduit très très vite, mais dont les larves ont la particularité d'être un apport protéinique très très intéressant. Et on arrive notamment pour nourrir les porcs qui représentent exactement comme pour Parasunios à peu près 50% des projets que nous finançons. Ça a un avantage, c'est que c'est un intrant qui est obtenu non pas gratuitement, mais pour un coût bien moindre à ceux des intrants qu'on peut trouver sur le marché et qui permet de nourrir les cochons beaucoup plus rapidement que dans un cycle classique qui est de l'ordre de 5 mois. Et on a des cochons qui sont donc plus gros, plus gras et qui peuvent se vendre naturellement plus cher. Donc tout ceci contribue pour les quelques familles, aujourd'hui ça se compte sur les doigts de la main, qui bénéficient déjà de cette nouvelle technique de doper les... Alors là, contrairement au titre qui parle de comment les conditions à réunir pour bénéficier du programme AGR, c'est plutôt le cercle vertueux que Philippe, je crois, a déjà décrit tout à l'heure, permettre aux enfants accueillis de développer des activités de revenus. Grâce à ces revenus, après remboursement, de dégager des revenus supplémentaires, d'assumer par elles-mêmes, c'est le point 3, les frais de décollage, d'améliorer le quotidien avec l'excédent dégagé, et au final, assurer un meilleur recouvrement des frais de décollage et d'équilibrer les comptes. Je voudrais également préciser, parce que ça ne paraît pas sur ce slide, comme l'indiquait Bernard, c'est qu'in fine, lorsqu'ils ont bénéficié 2 ou 3 années de suite, c'est de pouvoir éventuellement continuer par eux-mêmes leur activité. Ce qui est moins vrai peut-être pour l'élevage, l'est par contre pour les activités de notre domaine de l'artisanat, l'apiculture, puisque là, les bénéficiaires accumulent du capital et ce capital est réemployé les années suivantes. Une fois que vous avez financé des ruches, l'année suivante, vous en financez 3 ou 4 ruches supplémentaires. Le cheptel, j'allais dire, apicole, progresse. Et là, vraiment, nous avons des familles qui sortent du cycle de la pauvreté. Donc, là aussi, cercle vertueux. Quelques clés du succès qui feront peut-être l'objet de questions supplémentaires tout à l'heure dans le cadre des échanges. Un leadership au niveau local est absolument essentiel. S'il n'y a pas un responsable de l'école ou l'un de ses adjoints qui s'approprie le projet, qui le comprend, qui mobilise les parents et les élèves et les enseignants au début des années scolaires, qui contribue bien évidemment de façon très soignée à sélectionner les bénéficiaires et qui les suit sur la durée pendant l'année scolaire, rien ne peut se faire. Sélection des familles éligibles au programme. Une des clés, c'est la solidité de la relation avec les familles bénéficiaires. Cette solidité, on la retrouve dans le fait qu'on a des parents d'élèves qui sont scolarisés, souvent depuis de nombreuses années, que les enseignants, que les religieux ont pu déjà observer, ils ont pu observer leur sérieux les années précédentes. Ça, c'est très important. Et puis le fait d'aller voir les enfants et
et les parents sous la main, j'allais dire, peut-être encore pour 2 ou 3 années complémentaires, ben, c'est un peu l'assurance que les parents, je dirais, s'acquitteront de leurs obligations. Il est également important que ces familles ont bien compris qu'ils s'inscrivent dans une logique de développement et d'autonomisation et non pas une logique de don, ce que j'ai indiqué déjà tout à l'heure. Une organisation de suivi adaptée, au-delà du leadership, c'est essentiel. On a mis des comités d'attribution, je le disais tout à l'heure, pour sélectionner les familles, mais il est non moins important d'avoir un suivi sur la durée de l'année scolaire qui réunit en général des laïcs, c'est-à-dire souvent des parents d'élèves, mais aussi des enseignants, quelques religieux, et qui sont en mesure de se rendre au moins 2 ou 3 fois dans l'année pour en voir où en est la famille, s'assurer que l'argent n'a pas été détourné. Et puis je crois que la notion de regard bienveillant, mais de regard quand même ici est importante. Donc présence forte sur le terrain, à la rencontre des familles bénéficiaires, ça c'est un élément absolument essentiel. Un dernier point qui paraît peut-être un peu trivial, mais la maîtrise de la bureautique, au moins au niveau du comité de parents ou du religieux, j'allais dire du proviseur, c'est important parce qu'on a besoin de communiquer au travers de chiffres périodiquement au moment après l'attribution effectivement des dotations, on doit avoir un premier retour et dans le courant de l'année, on s'assure qu'il y a des paiements au moins partiels qui sont opérés. Alors c'est un peu plus difficile pour des activités d'élevage, notamment de cochons, où c'est un peu binaire. Tant que vous n'avez pas vendu le cochon, vous n'avez pas de revenus. Mais pour les activités d'artisanat, rien n'empêche effectivement que dès le deuxième, troisième mois, il y ait déjà des remboursements partiels. Et avoir un tableau de suivi périodique tous les 2, 3 mois, ben c'est l'assurance qu'on n'attendra pas le dernier moment pour exiger des parents un remboursement. Voilà, donc il y a 4 clés de succès, il y en a d'autres derrière. Philippe, ce sont alors donc des recommandations plus que des facteurs clés de succès peut-être. Prévoir la rédaction et la diffusion d'un règlement antérieur qui codifie les principes et les règles encadrant le programme, alors en français et traduit naturellement en malgache. L'ouverture d'un compte dédié au programme AGR de façon à ce que les sommes ne soient pas, j'allais dire, mélangées avec les comptes de la communauté, ceux de l'établissement scolaire. Donc ça permet un suivi individualisé, la justification des comptes par la transmission de relevés bancaires à certains moments clés du programme. En fin d'année, on s'assure que les chiffres qui apparaissent dans le tableau Excel sont les mêmes que ceux qui apparaissent sur le tableau, sur le compte bancaire. Un troisième point, alors là peut-être nos amis de PLN ont choisi peut-être de ne pas le faire. On a choisi, comme je le disais, de percevoir ex ante au moment sous forme de retenue des droits de participation. Ils sont d'un montant assez modeste, à vrai dire 8%. C'est à comparer à des taux d'intérêt qui sont pris par les institutions financières, les vrais organismes de microcrédit, qui sont plutôt de 20 à 30% l'an sous forme d'intérêt. Nous, ce sont des droits de participation. Encore une fois, un taux de 8%. C'est modeste, mais ça permet de mutualiser les risques. On a vu tout à l'heure que notre taux de remboursement était un peu inférieur à 100%, donc ça répond à cet objectif. Ça permet de couvrir d'éventuels frais de fonctionnement. Par exemple, on s'est aperçu qu'effectivement, pour encourager les membres du comité d'établissement à aller sur place ou plus proche des parents, ils le prennent sur leur journée de travail. Donc on peut verser une petite indemnité. Et enfin, ça couvre pour partie, parce que le taux d'inflation est plutôt entre 8 et 10% selon les années. Donc ça permet de couvrir là aussi une partie de l'inflation et de l'érosion monétaire. Voilà, alors le dernier point, et finalement c'est peut-être le plus important, vous l'aurez déjà compris peut-être au regard de l'exposé de Bernard, c'est une montée en charge progressive du programme. On a commencé nous aussi petit, on a commencé avec 3 000 € dans la première école, la première année.
en 2017. Ça a marché assez bien, mais il y avait des marges de progression. Mais ces marges de progression, on les a constatées dans chacune des écoles. Il a fallu serrer les boulons, les encourager à doter de façon complémentaire les comités de gestion. Une école, par exemple, qui avait 1200 élèves, mais peut-être une centaine ou 150 bénéficiaires la première année, avec une seule personne, une sœur de très bonne volonté et composition, mais une sœur seule ne pouvait pas aller à la rencontre des familles. Résultat, le taux de remboursement cette année-là a été de 50%, donc on leur a mis devant comment dirais-je, le plan d'action pour l'année suivante. On leur a dit, écoutez, on vous reverse une somme, mais si ça ne fonctionne pas bien cette année, les choses s'arrêteront là. Voilà. Donc, montée en charge progressive et au regard des résultats obtenus, on peut effectivement faire des dotations complémentaires. C'est ce que nous avons fait dans toutes nos écoles, sauf une cette année, où on attend de voir si les choses s'améliorent. C'est la dernière école entrée en date. Pour toutes les autres, nous avons fait des progressions importantes dans les dotations, ce qui fait que, comme je l'indiquais tout à l'heure, on a une enveloppe globale qui est donc de l'ordre de 100 000 euros. Pour être honnête, il faut parler des limites et des difficultés que nous rencontrons, que nous avons rencontrées. Alors, même si les familles bénéficiaires ont beaucoup progressé, on se heurte parfois encore à cette notion de culture de don versus les engagements que suppose une dotation remboursable. Le deuxième point, c'est des revenus versus l'accumulation de capital. Lorsque vous faites une activité d'AGR d'élevage, au moment où vous avez vendu le cochon, la tentation est forte d'utiliser les sommes tirées de l'AGR après remboursement du prêt, les bénéfices de 50, 60, 70, 100%, pour améliorer l'ordinaire. Et si vous faites ça, vous n'avez plus les moyens de réinvestir, sauf à rentrer dans un nouveau cycle d'AGR l'année suivante. Inversement, je parlais effectivement des activités d'artisanat ou d'apiculture, ou la gargote, le commerce, qui ne sont peut-être pas les plus importantes en nom, mais qui permettent cette fois-ci, inversement, une accumulation de capital. Ce sont dans l'absolu ce type d'activité, évidemment, qu'il faudrait privilégier, mais encore une fois, à Madagascar, l'élevage cochon, mais également poulet de chair, rencontre le plus de succès. C'est là, effectivement, notamment au milieu rural, on peut le comprendre, où les familles sont le plus intéressées. Troisième difficulté, ou limitation plutôt, c'est la durée de cycle. À partir du moment où vous travaillez avec des écoles, le cycle légitime, c'est l'année scolaire, encore une fois, parce que nous souhaitons avoir les enfants et leurs parents donc sous la main. Donc nous versons les dotations fin août, début septembre. Entre le mois d'octobre et tout début novembre, les dotations sont distribuées. Elles commencent à être remboursées en cours d'année. Un cycle d'élevage de cochons, c'est 4-5 mois. Si le parent a le temps d'en faire 2 dans l'année, ça va être remboursé in fine, à la fin plus exactement, au plus tard, fin juin, début juillet. Donc c'est une durée de 8 à 9 mois, c'est-à-dire qu'il y a 3, 4, 5 mois pendant lesquels il ne se passe rien. Quatrième difficulté ou limitation, le lieu de production des AGR, notamment pour l'élevage, ce n'est pas toujours dans des conditions d'hygiène, voire de sécurité, toujours impeccable. Ça se passe souvent dans la cour familiale. Cinquième point, alors c'est là peut-être où on diffère, mais on en voit la limite de la façon dont nous travaillons, là où ça diffère de PLN, c'est la proportionnalité de la dotation. Nous avons choisi d'avoir une proportionnalité de la dotation AGR en fonction du nombre d'enfants scolarisés et non pas par rapport au projet financé. Alors, l'idée sous-jacente, ça a été d'éviter de placer les directeurs ou directrices d'établissement ou les comités de suivi dans une situation délicate par rapport à un demandeur de prêt, d'éviter en fait la jalousie ou l'incompréhension entre les familles.
Par contre, ce qu'on voit bien, ben évidemment, si un projet méritait une enveloppe de 700 000 arrière et plutôt que 300 000, alors que le nombre d'enfants ne permet d'avoir que 300 000, et effectivement, là, il y a un petit peu, j'allais dire, un os. Voilà. Enfin, dernier point, c'est la notion d'individualisme. Je disais qu'on se heurtait au fait que jusqu'à maintenant, et contrairement à l'Afrique subsaharienne, où le microcrédit s'adresse souvent à des collectifs de femmes, là, nous nous adressons à des familles malgaches individuelles et nous ne finançons pas encore aujourd'hui les AGR collectives. Les seuls AGR collectifs que nous avons faits, c'est au profit de communautés religieuses. Nous avons également financé, je dirais, des poulaillers pour des poules pondeuses. Mais là, encore une fois, on est dans une configuration un peu particulière, s'agissant bien sûr de communautés religieuses. Et nous avons quand même l'espoir de commencer à financer des AGR collectives, mais sur une échelle limitée dès l'année prochaine. Voilà ce qu'on peut dire. Eh bien, merci, Pierre, pour cet exposé très complet. Je vous propose, alors Pierre, tu es libéré si tu le Encore souhaites. quelques minutes. Bon, je vous propose de passer aux questions. Alors, j'avais coupé les micros, donc ceux qui souhaitent intervenir, il n'y a pas de problème, on peut réactiver le son sans difficulté. La parole est à l'Assemblée pour les questions. Moi, j'ai une question pour PLN justement, puisqu'ils ont opté pour une dotation annuelle sans intérêt. Comment gérez-vous tout ce qui est lié au risque, enfin lié à l'inflation ou au non-remboursement de la part des familles? Bon, alors, pour ces débuts, dans l'expérience que nous avons menée, alors il s'agit de sommes pas très importantes encore, c'est vrai, et délibérément, l'opinion autour de la table, c'était de dire, oui, on fait un prêt gratuit. Bon, en prenant le risque, effectivement, de non-remboursement, de 5%, de 10%, de 20%, on ne savait pas. De toute façon, on se jetait à l'eau, hein, voilà, et on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Alors, de fait, effectivement, tout s'est bien passé. Après, au-delà, on peut toujours revoir notre copie, hein. Ça, je pense que c'est une discussion qui devra continuer au sein de notre conseil, savoir effectivement si on continue d'adopter cette technique de prêt gratuit en prenant les risques de 10 ou 20% de non-remboursement. Après, on peut se dire aussi que dans la mesure où on n'impute pas 8% de frais, on peut peut-être aussi favoriser quelque part l'augmentation des bénéfices. Alors, c'est sans doute pas très substantiel par rapport à cette somme prêtée, mais en tout cas, ça peut de fait participer à un peu plus de bénéfices. Alors, bon, voilà, c'est une décision ouais, qui peut toujours être revue, mais on était plutôt vraiment dans cette direction-là au niveau de notre réflexion. Anne-Marie peut peut-être compléter, je ne sais pas. Alors, Anne-Marie, il faut réactiver le son. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on n'en est qu'à notre première année, je dirais. Donc, on débute notre deuxième année. Bon, dans l'esprit, c'est vrai que dans le CA, personne n'était d'accord pour qu'on mette un taux d'intérêt. Donc, on est parti là-dessus. Je dis qu'effectivement, c'est peut-être quelque chose qui va évoluer. Déjà, notre première expérience de cette première année, on a déjà commencé à modifier la charte. Il y a des choses qui, voilà, on s'est dit, bah, on est peut-être, on n'est pas allé assez loin, on n'a pas assez creusé la chose. Bah, voilà, donc peut-être qu'on viendra à, Mm. euh, pour l'instant, on rentre dans nos fonds, voilà. Ok. Point Je- je- d'interrogation, certainement qu'on y viendra. Si on arrive à vos taux, nous on est à 40, enfin, une cinquantaine de familles pour l'instant, donc voilà, ça représente un petit budget, voilà. Mais Isabelle, ça répond à ta question? Oui, 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 merci. D'accord. J'apporterai juste un petit élément complémentaire. Il faut qu'on fasse attention
notamment à Madagascar, à ne pas parler de taux d'intérêt. Oui. Sinon, on risque d'être considéré par une institution comme une institution financière Mhm. par les services des administrations malgaches. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi l'appellation droit de participation. Et puis, par rapport à un taux d'intérêt, ça évite de compliquer la gestion, parce qu'un taux d'intérêt, c'est par rapport à une durée. Là, finalement, un droit de participation, c'est le droit à participer à un programme. Je pense que les bénéficiaires le savent très bien parce que s'ils vont vers les institutions locales malgaches de microfinance, CECAM et autres, là, c'est un vrai taux d'intérêt et il est entre 16 et 20 en règle générale. Voilà. Qui veut poser une deuxième question? Madame Belège, si j'ai bien compris. Oui, Attends, vous avez le moi, son. Oui, allez-y. je voulais juste apporter un petit témoignage pour éviter le trop d'intérêt. Nous, Ah, on entend Excusez-moi, mal. pourriez-vous régler le son de votre ordinateur parce que là, c'est très bas. Ah, mais il faut C'est continuer. bon là, a priori. ça va? Oui, très bien, Là, très bien. Oui, pour éviter ce problème de taux d'intérêt. Alors nous, on a eu une idée en Éthiopie où on a fait du microcrédit dans un village. Il n'y a pas de scolarisation, il n'y a pas d'alimentation, juste un microcrédit. On donne à une femme une brebis pleine et elle doit rendre, dans les 2 ans qui suivent, elle rend une brebis qui est donnée à une autre famille. Si bien qu'il y a 7 8 ans, on avait investi, combien on avait investi? 10 000 euros? Non, 1 000 euros. On avait investi 1 000 euros et maintenant on a une centaine de brebis. Hein. Et certains ont vendu les brebis pour acheter des vaches et des bœufs. Mais il n'y a jamais eu de mouvement d'argent parce que c'est dans des villages très, très reculés où l'argent n'existe pratiquement pas. Donc, chaque famille rend une brebis. Alors, Ça peut être une idée. merci, merci beaucoup pour ce témoignage sur ce que vous avez fait en Éthiopie. Ça rejoint ce qu'aurait pu nous dire Anne Lacoste, avec qui, donc la déléguée générale d'Antena, qui devait se joindre à nous, mais qui a eu un empêchement cet après-midi, et qui me disait qu'ils avaient eux aussi, avec Antena, pratiqué une forme d'AGR en nature. C'est un petit peu le même dispositif avec votre brebis pleine qui se multiplie. Voilà, donc c'est une autre approche par rapport à l'approche économique, on va dire, qui a été présentée par Bernard et par Pierre. Qui souhaite apporter une question ou une autre, un témoignage? C'est pas un témoignage, mais Anne-Marie? je voudrais revenir aussi sur la participation à la scolarisation, enfin la participation que l'on demande, nous. Pour l'instant, c'est vrai qu'on s'est dit, on leur demande une petite somme. Mais on est en train de réfléchir à faire évoluer la charte par rapport à ça. C'est dire, bon, on leur prête la première année de façon à ce qu'ils remboursent les 4 500 arrières, ils font à peine en euros, hein. Et en se disant, la deuxième année, il faut qu'ils arrivent à peut-être à rembourser la moitié de la scolarisation. Et la troisième année, qu'ils arrivent à rembourser totalement la scolarisation de leur enfant. Alors peut-être que Philippe, tu pourrais évoquer, nous, quels sont les frais de scolarité à peu près dans les écoles que nous soutenons pour donner une comparaison peut-être. En Oui. l'état, Les frais de scolarité dans les écoles qu'on accompagne, mais ça doit être similaire, je pense, avec Paralossigno, ça va être entre 7 000 arrières par mois jusqu'à 12 000 arrières par mois pour les classes de lycée dans lesquelles il y a plusieurs professeurs à rémunérer et avec un droit d'inscription en tout début d'année qui va représenter peut-être de l'ordre de 10 000 arrières. Voilà. on est à peu près dans ce chiffre-là. alors moi je peux compléter. Les chiffres pour Amboultar, par exemple, se varient de 5 000 à 17 500 par mois, 17 selon le niveau 500, c'est scolaire. énorme. Ah oui. Et pour Ambouimène, alors les enfants sont en école publique au niveau du primaire et au niveau collège,
Ça varie de 18 000 à 25 000 par mois C'est pour le énorme, collège. c'est énorme. Et donc, c'est pour cela qu'on est dans des situations quand même assez diversifiées. On n'est pas sur des sommes qui sont vraiment ou pratiquement équivalentes d'un établissement à un autre, visiblement. Alors ça pose question après, quand on demande effectivement le remboursement intégral de l'écolage, effectivement, ça va demander un effort qui va être assez différent selon les situations, les établissements concernés, quoi. Alors, c'est une autre question qui peut être soulevée aussi par derrière cela, quoi. Oui, oui, vous êtes sur des montants, dans certains cas, qui semblent très élevés. Ouais. D'autant plus qu'on ne leur prête pas énormément, puisqu'on est aux alentours de 450 000 Hargari. Il faut qu'ils remboursent plus de 100 000 Hargari pour la scolarité. Qu'est-ce qui va leur rester pour l'activité, quoi. Donc, on se pose un peu des questions pour faire améliorer ça, mais Voilà, peut-être moi pour resituer un peu, parce qu'il y a une règle de 3 qui est facile à faire. Nous, c'est à peu près 100 000 euros. Il y a 1000 bénéficiaires cette année, donc on est sur une dotation moyenne de 100 euros. Mais c'est moins pour les parents d'élèves, qui sont les plus nombreux, et plus pour les autres catégories. Un enseignant, ça peut monter à 150, 200 euros. Ce qui est considérable, encore une fois, par rapport au salaire moyen que j'indiquais tout à l'heure. C'est juste pour resituer un peu les chiffres. Mais encore une fois, on a commencé nous aussi assez petits et on progresse puisque chaque année on peut remettre au pot grâce, alors on l'a pas très bien vu dans la présentation, mais grâce au soutien de deux mécènes qui nous accompagnent pour l'un depuis quasiment le départ, et une deuxième qui est d'ailleurs une association maintenant pour la troisième année, et pour en perspective, pour les années suivantes, on a en perspective effectivement un troisième mécène qui pourrait nous accompagner. Il est certain que ce ne sont pas les donateurs privés qui financent essentiellement les cantines là, qui peuvent contribuer à ce programme. Alors, Pardon, Bernard. une question qui me vient à l'esprit. En fait, si nous voulions optimiser la situation de ces parents et augmenter leurs bénéfices, quel que soit le projet, disons, de façon générale. Est-ce qu'il faudrait favoriser un montant de dotation plus élevé qui risquerait de conduire ces familles à un bénéfice supérieur, tout en remboursant la dotation qui a été versée? Alors, parce que on peut se poser la question, si la dotation est plus élevée, le remboursement sera plus difficile peut-être, mais en même temps, selon les projets, il peut permettre de dégager plus de bénéfices. Alors, qu'est-ce qu'il faut favoriser? Est-ce Non, qu'il vaudrait mieux verser 200 euros que 100 euros, en d'autres alors mots? je dirais, Bernard, il y a une autre dimension que tu n'as pas évoquée, qui est le facteur temps. Je parlais de limitation, de limite de ce que nous faisons. Nous prêtons sur des durées comprises entre 5 et 9 mois. 9 mois, c'est pour la famille qui a fini de rembourser au mois de juillet, puisqu'on leur a versé la dotation au mois d'octobre, au mois de novembre. Ça permet au mieux de faire 2 cycles d'élevage de poulets de chair ou de cochons. Ça permet de porter un porcelet acheté à 20 kilos, ça permet de le porter à 70, 80 kilos. Si on voulait qu'il atteigne 120 kilos, il faudrait le prêter certainement sur 12 mois. Effectivement, c'est presque une des demandes les plus importantes des familles, c'est qu'on leur prête sur une durée supplémentaire. Pour ce qui est du montant, la chose qui est à prendre en compte, c'est vrai que si on prête plus, on maximise le profit, mais c'est surtout s'ils font de l'élevage, ils doivent être capables d'acheter le porcelet ou les poussins, mais également, il faut qu'on s'assure qu'ils soient capables de nourrir les bêtes pendant la durée. Alors, Une des- j'ajouterais, si tu le permets, Pierre, que sur cette question du temps de cycle, donc, qui est importante,
peut-être que dans l'année qui vient, avec le partenariat qui devrait démarrer, euh, à travers des ébus et une période de remboursement qui sera probablement de 24 à 30 mois, on sera justement dans la possibilité d'avoir plus de temps disponible pour des opérations à plus fort impact. Mais en même temps, l'autre voie que Pierre a évoquée à d'autres moments dans son intervention, c'est enfin, la grande difficulté qu'il y a à initier des projets collectifs, parce que ce sont des collectifs qui peuvent permettre d'aller plus loin et d'avoir plus d'impact. Mais à Madagascar, c'est une vraie difficulté, le collectif. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il poser une question ou réagir? Moi, j'ai une petite question pour toi, Pierre, à propos des frais de gestion. Parce que les frais de gestion ne sont pas apparus tout de suite dans le cadre du programme. Donc, est-ce que tu pourrais nous Non, dire c'est quelque chose pourquoi qui est c'est apparu? apparu au fur et à mesure. C'est apparu, c'est lié au fait que pour assurer une organisation qui soit efficiente, il faut démultiplier les efforts, il faut avoir un certain nombre de personnes pour aller à la rencontre des parents, et en général, il faut avoir des membres du comité qui habitent à proximité, du moins pas trop loin des familles bénéficiaires. Dans une agglomération telle qu'Antsira B, les parents d'élèves peuvent habiter au nord, au sud, à l'est, à l'est. Voilà, donc il faut pouvoir aller à la rencontre. Comme je l'indiquais tout à l'heure, au moins deux, plutôt même trois fois dans l'année, ce qui veut dire que les membres du comité doivent distraire de leur activité principale peut-être une dizaine de jours dans l'année. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait consacrer peut-être jusqu'à 2000 arrières, si je dis si je dis pas d'erreur, par visite, dès lors que cette visite est documentée, qu'elle fait l'objet d'un compte-rendu. Je crois que c'est très important qu'il soit remis entre les mains du responsable de la communauté religieuse, par exemple, enfin, en tout cas du président du comité de suivi. Voilà, que ce soit pertinent. Si c'est pas pertinent, ça ne peut pas donner lieu au versement de cette indemnité. Et au global, c'est moins de 2% Moins de... de 2% du programme, donc c'est-à-dire à peu près un quart de la retenue des droits de participation dont nous parlions. Voilà, entre 2 et 3%. Merci de cette précision. C'est un incentive important. Hmm. Il n'est pas nécessaire partout, mais qui s'est avéré nécessaire, par exemple, en Sirabé. Quand il y a beaucoup de monde, quand il y a beaucoup de familles à suivre, un peu dispersées. Merci. Je profite sur l'autre écran, je vois les participants, donc j'en profite pour saluer Nathalie qui est avec nous et j'espère qu'elle trouve de l'inspiration pour sa future mission à Madagascar, n'est-ce pas Nathalie? Hop là. Voilà, et je salue également André Lullier, qui a beaucoup travaillé dans Esperanza pour la ferme de spiruline dont on a pu fêter les 10 ans. Bonsoir André. Euh, Y a-t-il d'autres questions ou est-ce qu'on a fait le tour du sujet de ce que vous souhaitiez Euh, si vous partager? permettez, Bernard? j'aurais une question sur la mouche noire, soldat. Qu'est-ce que ça implique pour produire ça? Alors, c'est moi qui réponds parce que Pierre sait que c'est mon dada. On a découvert cela à IMIT, donc un des lycées que nous accompagnons. Et c'est d'ailleurs, je le précise, à IMIT qu'est né notre programme d'AGR, puisque c'est la directrice du lycée d'IMIT qui a eu l'idée elle-même de faire ce que nous faisons avec nos deux associations. Elle avait réinventé le prix Nobel de la paix, là, Monsieur Younous, le Bengali en imaginant aider un tout petit groupe de quelques familles à payer les frais de scolarité à travers une dotation de ce type-là. Eh bien, c'est également à IMIT, quelques années plus tard, que nous avons découvert, elle a voulu nous emmener voir ce qu'avait
trouvé sur Internet, oui, oui, je dis bien ce qu'avait trouvé sur Internet, un paysan d'Imite. Et Participant au programme, participant lui-même au programme. participant, oui, pardon, tu as raison de le préciser, participant pour la troisième année consécutive, si j'ai bonne mémoire, au programme AGR. Donc, il avait déjà bien réussi deux autres types d'activités. Et là, il avait découvert qu'il existait une espèce de mouche qui pouvait se reproduire, se cultiver, si je puis dire, dans des sortes de cages avec alors des cages avec les rideaux transparents là qu'on met tout autour, voilà, du voile qu'on met tout autour. On nourrit les mouches avec de l'eau sucrée qui est vaporisée. Ces mouches, c'est une espèce particulière, hein, la Black Soldier Fly, ces mouches ont comme caractéristique en 21 jours d'avoir des larves qui vont avoir une taille qui va augmenter 10 000 ou 20 000 fois, je sais pas, enfin, là, c'est énorme, avec un taux de protéines de 62%. Donc, ça crée une nourriture tout à fait comestible pour les animaux. Euh, Abondante et avec un prix de revient très faible. et donc, C'est de l'eau sucrée. comme c'est de l'eau sucrée, le seul coût véritable, en fait, c'est les petites bassines dans lesquelles les larves aux différents stades de maturité seront entreposées, et puis la grande cage dite cage d'amour dans lesquelles les mouches se reproduisent et donnent naissance aux dites larves. Donc, Ça on ressemble, a ça ressemble au garde-manger qu'on avait autrefois dans nos cuisines pour éviter exactement. justement de rentrer les mouches, ces espèces de petits grillages très très fins. Et, Je et t'invite alors les Bernard, larves si le sont... sujet, je t'invite Bernard, si le sujet t'intéresse, à regarder dans la galerie YouTube d'Esperanza. Il y a Sur le, deux- sur le site du MIE, tu l'as mis sur le site du MIE, il s'appelle. Bon, oui, je fais un petit peu de sponsoring tu pour as le site. raison, tu as raison. Voilà, il y a des vidéos qui Et montrent donc les larves sont séchées pour être Non, même servir pas séché. d'aliment. même pas. Non, non, il n'y a pas Même besoin pas. du tout de séchage des larves. Elles sont données et tu verras dans la vidéo, les cochons en raffolent, hein. On C'est le se jette caviar qui est dessus. distribué. Bon. Non, non, c'est très intéressant. Alors, cela dit, Isabelle, je ne sais pas si vous le voyez, a donné le lien vers l'article sur le sujet Ouais, ouais, je vois. dans le fil Zoom. Alors, je précise que c'est pas une invention malgache, donc il y a de par le monde, notamment en Afrique évidemment, mais j'ai même trouvé une thésarde qui fait sa thèse sur le sujet dans le Pacifique. Donc, et en Europe, il y a, alors là on est au stade industriel, mais il y a une start-up qui travaille sur le sujet. Vous savez bien que le sujet de l'utilisation des insectes en intrants pour l'alimentation. Alors, je ne parle même pas de l'alimentation humaine, mais pour l'alimentation au moins des bétails, des animaux, est un sujet assez tendance. Bon, voilà. Donc, on essaye de développer ça et on a étendu le sujet. Merci, Pierre. Au revoir, Pierre, Au merci. revoir, Pierre. On Voilà. a étendu le sujet à une autre communauté, à Ambinalindrad. Voilà. On en refera un bilan parce qu'on voudrait l'élargir aussi à Imad. Merci Pierre pour ton intervention. Après, Bonne soirée. Avez-vous d'autres questions ou est-ce qu'on a Anne-Marie? Mais il y a quelque chose qu'on essaie de travailler aussi, c'est pour chaque projet, est-ce qu'il faut demander un devis, entre guillemets, ou un, comment dire, Un business plan, comme ils disent. un plan, exactement. Parce qu'on se rend compte que, bah oui, ils achètent un cochon, mais est-ce qu'ils ont de quoi, enfin, est-ce qu'ils ont l'endroit pour le mettre? Est-ce qu'ils ont prévu de. Parce qu'en fait, nous, on donne une somme. Parce qu'elle nous envoie un projet, élevage de cochons, 450 000. Voilà. Donc, il n'y a rien, c'est pas étayé, c'est pas. Donc, je pense que c'est sûrement important. Est-ce que vous le faites? Est-ce que ça fait partie? Alors, le choix qu'on a fait, c'est de ne pas nous transformer en banque et de ne pas transformer les responsables des écoles et les comités en banque. Donc, on essaye d'éviter la situation dans laquelle ils doivent se prononcer sur un business plan, sur des prévisions financières et autres. Et donc, en fait, ce sur quoi ils se prononcent, je dirais, et ça se décide uniquement au niveau local, c'est le sérieux de la famille,
Mm. l'engagement réel de la famille, pas que de la femme, du mari aussi, histoire que l'argent ne s'évapore pas par le mari quand arrive par la femme qui a su convaincre, hein, voilà, point classique. Et l'engagement de remboursement qui est pris et de paiement de l'écolage, bah, les participants au programme savent que c'est la condition pour pouvoir continuer l'an prochain à en bénéficier. Et le dispositif de suivi, d'accompagnement dont parlait Pierre, avec les visites aux familles, et pas uniquement la convocation à une réunion dans laquelle on raconte ce qu'on veut à l'école, la visite sur le terrain, dans la famille, permet de savoir quelle est la réalité des choses. Donc c'est impératif. Euh, euh, c'est un point qu'on a dû souligner aux sœurs de Mahamba qui avaient du mal à se déplacer. Elles ont compris que tout l'intérêt du comité, c'est d'aller vraiment dans les familles, hein. Donc voilà, on ne demande pas de business plan, d'où le choix qu'on a fait d'une proportionnalité au nombre d'enfants. Voilà. Et concrètement, alors pour le suivi, concernant ces visites, pour chaque famille, vous avez un compte-rendu pour chaque Alors, visite de chaque famille, il y a, périodiquement? il y a une fiche, il y a une fiche standard, enfin un modèle de fiche de suivi qui a été rédigé en malgache. Nous n'avons pas besoin de ces fiches de suivi parce que c'est un moyen pour le comité et l'école de sécuriser les résultats qu'ils veulent avoir d'ici à la fin de l'année. Par contre, à l'occasion de nos missions sur le terrain, soit des membres du bureau, soit des volontaires qui sont sur place sur le terrain, eh bien, nous consultons au hasard un certain nombre de fiches pour nous assurer évidemment de leur existence, de leur qualité surtout, parce que l'existence c'est bon, et de leur qualité. C'est pour ça notamment que les 2000 arrières, alors 2000 arrières c'est 40 centimes hein, d'euros environ, que les 2000 arrières d'indemnité qui sont donnés à la personne qui a fait la fiche de compte-rendu, bah, ne sont données de toute façon qu'une fois que le compte-rendu a été validé, donc sa qualité, son existence et sa qualité ont été validés par le responsable de l'école ou la personne responsable du programme AGR. Hmm. Mais si tu veux, on pourra vous passer le modèle de fiche qu'on utilise hein, sans problème. Oui, oui, on peut toujours s'inspirer de votre expérience. C'est-à-dire que quand le nombre, en fait, on a été confronté à la nécessité de mettre en place ces fiches, ce suivi, ces visites aux familles, quand le nombre de bénéficiaires a commencé à augmenter fortement. Hmm. Au bout d'un certain stade, bah, il ne s'agit plus d'aller visiter une famille une fois tous les 3 mois, mais ça commence à faire une activité récurrente qui mobilise les 6, 8 personnes du comité de suivi. Donc, ils font un effort et c'est assez logique qu'ils soient motivés. Alors, ils ont été motivés par les smartphones que nous leur avons remis, puisque vous savez qu'on avait 850 smartphones donnés par la police nationale. Donc, il y en avait pour les enseignants, mais il y en avait aussi pour les membres des comités de suivi des AGR. Voilà. Mhm. Et dans les membres de comité de suivi, alors on parle de maîtrise d'Excel, par exemple. Non, Il faut en tout cas qu'il y ait un responsable en finale oui, qui puisse avoir cette maîtrise. voilà, il faut qu'il y ait au moins une personne qui maîtrise Excel. Le fichier n'est pas du tout compliqué, hein. Il est préformaté, les cellules sont protégées. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'être un pro d'Excel, mais il faut quand même qu'il y ait une personne qui le maîtrise. Max Apico, vous le connaissez probablement, vous avez dû le croiser, Anne-Marie. Mhm. Euh, Après, les parents qui remplissent, les membres du comité de pilotage qui remplissent les comptes rendus, ils les remplissent à la main et ils les remplissent en malgache. C'est pas un problème. C'est pour ça qu'on ne se préoccupe pas des fiches. Mais le fichier Excel, oui, il y a une personne qui l'envoie et qui l'envoie 3 fois par an, en gros. Une fois bah, en fin d'année, alors que tout le programme, toute la dotation a été distribuée pour avoir toute la liste individuelle, les activités, les montants, le nombre d'enfants, Ouais. etc., les droits de participation. Une Mais, fois en avril pour avoir un point d'étape, et puis bah, mhm. à la fin du cycle. Oui, oui. Bah, c'est un petit peu ce qu'on essaie de mettre en place cette année. L'an dernier, on n'avait pas de système Excel comme ça, et là, on a pensé que ça pouvait
rendre la tâche plus facile pour le suivi ici en France. Ok, eh ben, écoutez, oui, ça nous est utile aussi pour le suivi en France. Il est 20h29. Merci, merci de votre participation. Merci à ceux qui consulteront cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Merci, Monsieur Bellet, pour l'exemple de cette expérience éthiopienne qui était Merci à Soleil approche d'être venu. intéressante aussi. Didier, je te laisse le mot de la fin. Oui, c'est le temps de conclure. Donc, comme quoi, on dit toujours, c'est pas le nombre qui fait le succès, mais bien la qualité des présentations qui nous ont été faites. Donc, je remercie Bernard et Pierre pour leur travail et leur présentation très claire et très intéressante. Merci aussi à ceux qui ont participé à l'organisation donc de ce comité. Merci aussi à tous ceux qui ont participé, hein, et donc je salue Soleil d'Éthiopie, hein, qui nous a rejoint aussi. C'est une des dernières associations membres du MIAE. Voilà, j'espère que cette première initiative donnera des idées, hein. C'est le but aussi de favoriser donc les échanges, le lien entre les associations membres du MIAE. Ce lien aussi matérialisé par un site, hein. Donc, je remercie Isabelle aussi de nous avoir rappelé aussi l'existence de ce site dont elle est administratrice pour favoriser nos expériences. Donc, je vous invite aussi à bien les faire Preneuse remonter. d'infos. Voilà, tout à fait. Et puis, cette première expérience nous encourage aussi à continuer aussi à organiser d'autres webinaires. On en a un aussi sur le feu, probablement donc dans un autre continent. Ce sera sans doute en Amérique du Sud. Voilà, un peu sur la même base avec un partage d'expérience. Muchas gracias, Merci. Didier. Eh Merci à tous bien, et à toutes. Bonne bonne, Merci. continuation, hein, pour bonne les soirée SDR. bonne De vos soirée à succès pour la tous. suite et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Merci. Au Bonsoir. Très revoir. intéressant. Au revoir. Merci, au revoir.